Dans cette dernière capsule du programme d'histoire de première, aujourd'hui on parle de la sortie de la guerre en 1918 et après. Le dernier soldat meurt à 10h59 le 11 novembre 1918, soit 1 minute avant l'armistice. Quel sens donner à une guerre qui a raflé la vie de millions de jeunes gens? Comment se relever d'un tel drame? Dans une Europe et un monde meurtris par la guerre, comment rétablir le dialogue diplomatique entre les puissances impliquées et apaiser des peuples qui réclament justice et émancipation en ayant un seul mot d'ordre partagé? Plus jamais ça. On va donc voir comment on a essayé de sortir de la guerre et surtout comment les sociétés et les relations internationales se recomposent-elles après ce qu'on a appelé la der des der. On va commencer par parler du bilan. La Première Guerre mondiale est avant tout, et ça vous le savez déjà, un drame humain. Les chiffres sont absolument vertigineux puisqu'elle fait 20 millions de morts, dont 9,7 millions de soldats et environ 10 millions de civils. Parmi les soldats, c'est l'Allemagne qui est la plus durement touchée, avec 2 millions de morts. Suivent la Russie, malgré sa sortie précipitée du conflit, avec 1,8 million de morts, puis la France, 1,4 million, et le Royaume-Uni, avec 900 000 morts. Mais le bilan humain de la guerre, ce ne sont pas que les morts, ce sont aussi les blessés. Ils sont 21 millions, soit 42% des troupes mobilisées. Ces gueules cassées, ces tremblants, ces gazés, les invalides de guerre ont survécu aux batailles, mais il leur faut désormais survivre au regard de la société et se réinsérer. Difficile quand on a le visage arraché ou quand les bombardements intensifs vous ont rendu fou. Enfin, ce bilan humain est considérablement alourdi, comme si c'était pas suffisant, par la grippe espagnole qui touche l'Europe de plein fouet en 1918 et fait au minimum 20 millions de morts. Le bilan matériel aussi est très lourd, en particulier pour la France qui a vu une bonne partie des conflits à l'ouest. Les paysages des zones de combat sont dévastés, retournés par les obus et les mines qui ont creusé de profonds cratères et détruit forêts et villages. La zone rouge est ainsi interdite longtemps après la guerre. 620 villages ont été détruits, et si la plupart sont reconstruits, 9 sont déclarés morts pour la France. La ville de Reims, qui est proche de Verdun, est détruite à 60%. Même le monde colonial est touché. Ayant servi de réservoir de ressources pendant la guerre, la déforestation a été massive et le pétrole, notamment en Iran, est désormais une ressource stratégique que s'arrachent les grandes puissances au Moyen-Orient. On a donc un bilan qui est très lourd, mais ce n'est pas tout. La guerre marque aussi un tournant géopolitique majeur, puisque l'Europe s'est très fortement endettée pendant le conflit, en particulier auprès des États-Unis, qui deviennent ainsi la première puissance mondiale. Pour les soldats, il va falloir aussi retourner à la vie civile. Ce sont 73,6 millions de soldats en tout qui ont été mobilisés pendant toute la guerre, dont plus de 18 millions pour la Russie, 13 millions pour l'Allemagne, presque 8 millions pour la France et ses colonies, et presque 9 pour le Royaume-Uni. Et si les armistices sont signés fin 1918, ces soldats ne sont pas démobilisés directement. Beaucoup doivent ainsi attendre 1920 et la fin de la conférence de paix de Versailles pour être démobilisés. En effet, tant qu'il n'y a pas de traité de paix, la guerre risque de continuer. Les troupes coloniales, notamment les tirailleurs sénégalais, sont ainsi stationnés dans le sud de la France, dans des camps, attendant leur retour quand ils ne font pas naufrage sur cette longue route vers l'Afrique. Les traumatismes de la guerre sont nombreux et la réinsertion des anciens combattants est difficile. Le gouvernement français passe ainsi une loi le 22 novembre 1918 pour obliger l'embauche d'anciens combattants, même si tous ne peuvent en bénéficier. Ces derniers s'organisent en associations qui influent sur la vie politique d'après-guerre. Ces anciens poilus, qui sont souvent pacifistes, en tout cas dans les premières années d'après-guerre, sont une voix politique qui compte. Les millions de morts ont laissé des traces. Rien qu'en France, on compte 600 000 veuves et 1 million d'orphelins. La société vit et veut vivre un deuil collectif qui s'exprime de différentes manières. Dès le 14 juillet 1919, un défilé a lieu à Paris pour fêter la victoire de l'Entente et une loi sur la construction de monuments aux morts est adoptée la même année. Ainsi, dans quasiment toutes les communes de France, à part 12, on dresse des monuments aux morts grâce aux souscriptions volontaires et aux dons. Le 11 novembre 1920, un soldat inconnu est inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris et de même dans l'abbaye de Westminster à Londres. L'année suivante, c'est Rome et les États-Unis qui suivent le mouvement. Chaque année, les anciens combattants et les familles se réunissent ainsi le 11 novembre pour rendre hommage aux morts.
Les lieux de mémoire se multiplient aussi. L'ossuaire de Douaumont, qu'on voit ici, est ainsi construit à proximité de Verdun sur l'ancien champ de bataille et regroupe les restes de 130 000 soldats allemands et français. Inauguré en 1932, il entraîne, comme les autres lieux de mémoire, les premières formes de tourisme mémoriel. Ainsi, l'impact de cette guerre dans la mémoire collective a été profond. C'est ce qui explique la multiplication des lieux de mémoire qu'on peut trouver aujourd'hui dans toute la France et dans toute l'Europe. Après le deuil, vient le temps de la diplomatie. Celle-ci travaille à construire un avenir stable pour les différents belligérants. Les premières négociations aboutissent ainsi sur des armistices. Le 11 novembre 1918 à 11 h, le cessez-le-feu entre en vigueur sur le front ouest. L'armistice de Rotonde, qui a été signé plus tôt dans la matinée entre l'Entente et l'Allemagne, est appliqué au son des cloches dans toutes les villes et villages de France, tandis que le clairon sonne sur le front. Cependant, un armistice n'est pas un accord de paix. Une grande conférence de paix se réunit ainsi à Versailles du 18 janvier 1919 au 21 janvier 1920, aboutissant au traité de Versailles, signé dans la Galerie des Glaces, là où précisément avait été proclamé le Deuxième Reich. Elle réunit uniquement les États vainqueurs. L'Allemagne, perdante de la guerre, est tenue à l'écart et subira de plein fouet le traité, signé le 28 juin 1919. Les contre-propositions allemandes ayant été refusées, au pied du mur, ces derniers finissent par signer un traité qu'ils jugent comme un diktat. Néanmoins, si côté français on parle le plus souvent de l'armistice de Rotonde et du traité de Versailles, ce ne sont pas les seuls traités de la guerre, loin de là. Compte tenu du nombre de belligérants, de très nombreux armistices et traités sont signés entre 1918 et 1923. Les Russes se sont en effet retirés du conflit avec le traité de Brest-Litovsk, signé dès le 3 mai 1918. Au Moyen-Orient, la guerre prend fin avec l'armistice de Mudros le 3 octobre de la même année, affirmant la défaite de l'Empire ottoman. Enfin, l'Autriche-Hongrie signe l'armistice de Villa Giusti le 24 octobre, entraînant l'éclatement de fait de l'Empire, renforcé par le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, puis le traité de Trianon en 1920. Si vous voulez absolument tous les détails des traités, je vous invite à aller consulter la chronologie interactive qui est sur le site et sur votre plan de travail. Ces traités mettent en place une véritable recomposition des relations internationales en changeant les cartes du monde. Ils marquent ainsi la fin des grands empires en Europe. La Russie perd les Pays-Baltes, la Finlande, l'Ukraine et une partie de la Biélorussie et du Caucase en reconnaissant sa défaite précoce. L'Autriche-Hongrie devient une république démocratique, l'Empire est disloqué par l'article 177 du traité de Versailles, et les Habsbourg sont chassés du pouvoir au profit de la création de nouveaux États comme la Hongrie, créée par le traité de Trianon du 4 juin 1920. Le Moyen-Orient, aussi, se trouve profondément recomposé avec la création de nouveaux États et de mandats dont on reparlera. Ainsi, ces traités tentent de reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans pour autant faire jamais l'unanimité. Ainsi, en Hongrie, il y a encore 3,3 millions de Magyars, donc en fait des Hongrois, qui vivent dans les pays voisins. Pour l'Allemagne aussi, la défaite est très lourde de conséquences. Suite au traité de Versailles, l'Allemagne perd 15% de son territoire, soit 68 000 km. Elle se voit imposer la création de la Pologne avec le couloir de Danzig, et la France récupère l'Alsace et la Moselle. Ce traité reconnaît aussi sa seule et unique responsabilité dans le conflit. Elle doit verser ainsi 20 milliards de francs or en guise de réparation à la France. Démilitarisée, elle perd une large partie de ses ressources en minerais et en production agricole, et ses colonies sont confisquées. Le traité est jugé si violent que les Français l'appellent le diktat de Versailles. Une partie du territoire est occupée à la frontière française, et ses forces militaires sont durablement limitées pour empêcher toute velléité impérialiste future. Ayant pour volonté affichée d'empêcher tout nouveau conflit entre la France et l'Allemagne, ce traité jette les germes d'un nouveau conflit, dont vous reparlerez l'année prochaine. Pourtant, les Alliés avaient pour volonté de mettre fin définitivement à la guerre. Ça devait être la der des der, rappelez-vous. Déjà le 8 janvier 1918, quelques mois seulement après leur entrée en guerre, le président américain Woodrow Wilson publiait ses 14 points affirmant les grands principes d'un monde pacifié. Démocratie, autodétermination, diplomatie, désarmement et libre-échange, des éléments qui sont repris dans le Pacte de la Société des Nations qui figure dans le préambule du traité de Versailles du 28 juin 1919. Celui-ci instaure donc la Société des Nations, un organisme réunissant 32 membres fondateurs, les vainqueurs de la guerre et signataires des traités de paix, et 13 États invités.
Ils s'engagent à se garantir mutuellement leur indépendance politique et leur intégrité territoriale, à défendre tous les pays victimes d'une atteinte à ces droits et à ne pas recourir à la guerre sous peine de sanctions politiques, économiques et militaires. La Société des Nations a aussi un rôle d'arbitrage pour des territoires contestés ou nouvellement libérés. Ainsi, certaines villes libres, comme Danzig, où des mandats sont établis et gérés par les puissances de la SDN. La France dirige ainsi de manière temporaire le Liban et la Syrie, avec un mandat, tandis que le Royaume-Uni gère le mandat sur l'Irak, la Transjordanie et la Palestine, avec pour mission d'amener à maturité ces nations en devenir et les guider sur la route de l'indépendance. La SDN a aussi pour mission de protéger les minorités et de réprimer le trafic de drogue et la traite des femmes et des enfants. Portant les espoirs de paix d'après-guerre, malgré le refus du Sénat américain d'intégrer l'organisation, la Société des Nations, qui siège à Genève, est organisée en deux grandes instances, qu'on voit ici. D'un côté, le Conseil réunissant les membres permanents, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, la Chine, dans un premier temps, qui votent les sanctions et les nouvelles adhésions. De l'autre, une Assemblée générale, avec 48 membres en 1920, qui participe aussi au choix des nouveaux adhérents. Elle est ensuite organisée en commissions spécialisées sur le désarmement, la question des réfugiés, des apatrides, etc., et dispose aussi d'un tribunal international. C'est véritablement l'ancêtre de l'ONU, en fait. Cependant, les sociétés ne parviennent pas à sortir rapidement de la guerre, et au contraire, ces tensions vont s'inscrire dans la durée, mettant en péril les espoirs de paix et de stabilité professés par la Société des Nations. L'autorité des gouvernements s'est ainsi étiolée avec la défaite, laissant place à plusieurs soulèvements dans les empires centraux qui ont abouti à leur délitement effectif. Avant même la fin de la guerre et le traité de Trianon, l'Autriche-Hongrie a dû faire face ainsi à la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie, vacillant sur ses bases. Le Deuxième Reich allemand connaît le même destin et voit sa fin précipitée par la défaite. Dès 1917, des grèves ont agité la société allemande, on l'a vu dans le chapitre précédent, et le pouvoir a fait face à des contestations de plus en plus rudes depuis. Le 5 et 6 novembre 1918, les marins de Kiel se mutinent et sont suivis par d'autres dans d'autres villes. Des conseils ouvriers d'inspiration bolchevique sont mis en place dans toutes les villes, c'est ce qu'on appelle le mouvement spartakiste, dirigé notamment par Rosa Luxembourg. Cette révolution entraîne l'annonce de l'abdication de Guillaume II le 9 novembre 1918 et la création de la République de Weimar qui précipite l'armistice. Surtout, elle inspire d'autres soulèvements en Europe qui, bien qu'éphémères, vont déstabiliser les pays voisins, comme la Hongrie entre mars et août 1919. Seulement, ce ne sont pas que les vaincus qui sont contestés, c'est aussi le cas de certains vainqueurs. En 1919 débute ainsi la guerre d'indépendance irlandaise. Souhaitant profiter d'un Royaume-Uni qui est vainqueur mais affaibli, les Fenians se soulèvent et parviennent à obtenir en 1921 l'indépendance de la République d'Irlande, la partie sud de l'île, malgré la partition de l'île entérinée dès 1922, l'Ulster, le nord-est, lui, reste britannique. Les Britanniques sont aussi contestés dans leurs colonies, en particulier en Inde où Gandhi les met face à leurs contradictions, défendant de manière pacifique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, la création des mandats ne parvient pas à apaiser les tensions en Palestine, aggravées par le développement du sionisme et les vagues migratoires de juifs en terre arabe. Là aussi, vous reparlerez de ça l'année prochaine. Si les traités de paix ont établi de nombreuses nouvelles frontières, celles-ci sont largement contestées. L'Italie, qui avait pourtant rejoint les Alliés, ne parvient pas à récupérer toutes les terres irrédentes malgré la défaite de l'Autriche-Hongrie. Si elle récupère bien l'Istrie, le Trieste et le Tyrol du Sud, les Italiens ne parviennent pas à prendre la Dalmatie et parlent ainsi d'une victoire mutilée. En septembre 1919, Gabriele D'Annunzio prend le port de Fiume, qui devient ville libre et qui ne sera rattaché à l'Italie qu'en 1924, sous Mussolini. Au Moyen-Orient, la situation est encore plus complexe. L'armistice de Mudros, qui aboutit au traité de Sèvres du 10 août 1920, entérine la dislocation de l'Empire ottoman. Désormais, la Turquie se limite à une seule petite partie de l'Anatolie, perdant tous ses territoires arabes et africains. Une Arménie indépendante est créée, ainsi qu'une province kurde autonome. L'armée ottomane, elle, est démobilisée et les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont démilitarisés. Seulement, si le sultan Mehmed VI ratifie ce traité, ce n'est pas le cas du Parlement et de nombreux Turcs. Mustafa Kemal, un général, prend alors les armes et lance une guerre civile contre les forces du sultan, les Arméniens, puis les Grecs, menant une véritable guerre en indépendance. En 1922, il l'emporte, réussit à établir une nouvelle république et abolit le sultanat. Face aux victoires de Kemal, plusieurs dispositions territoriales du traité de Sèvres ne sont plus applicables et un nouveau traité est signé le 24 juillet 1923 à Lausanne.
Il rétablit une plus grande Turquie, fait disparaître l'État kurde autonome, l'Arménie, et instaure des déplacements forcés de population, ce qu'on appelle l'ingénierie ethnique. Les Grecs d'Anatolie sont ainsi renvoyés côté grec. Enfin, la recréation de la Pologne pose des problèmes aussi bien avec l'Allemagne qu'avec la Russie. L'Allemagne se retrouve coupée en deux par le couloir de Danzig, ville libre mais à forte majorité allemande, et à l'est, une nouvelle guerre se déclenche entre 1920 et 1921 entre la Pologne et la Russie. Pourtant, la Russie se déchire elle aussi. Suite à la révolution bolchevique de 1917, le gouvernement communiste cherche à imposer sa volonté et ses idéaux politiques et sociétaux sur toute la Russie. Le tsar et sa famille sont assassinés, les nobles et partisans du tsarisme poursuivis dans tout le pays. Une véritable guerre civile oppose ainsi les rouges, les communistes, et les blancs, les troupes fidèles au tsar. Cette guerre se finit en 1922 sur la victoire des bolcheviks et la création de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elle a fait plusieurs millions de morts et 1,5 million de Russes ont dû prendre la fuite. L'Europe d'après-guerre est ainsi traversée par 8 millions de réfugiés qui sillonnent les routes, dès 1920. Ils sont russes, allemands, français, grecs, ils sont 1 million à avoir dû fuir l'Anatolie, ou encore turcs, ils sont 350 000 à avoir quitté la Grèce. En 1922, l'URSS et la Turquie décident de retirer officiellement leur nationalité à tous les exilés. Ces derniers sont désormais apatrides, sans droit ni identité officielle. C'est une catastrophe humanitaire. Pour y faire face, la Société des Nations crée le passeport Nansen le 5 juillet 1922 du nom du Haut-Commissaire aux réfugiés. C'est un document d'identité provisoire qui garantit l'identité de son porteur et le place sous protection internationale, servant ainsi de sauf-conduit et permettant, en théorie, le passage des frontières. Tous ne l'obtiennent cependant pas. Réservé d'abord aux Russes blancs, puis étendu aux Arméniens et aux Assyro-Chaldéens, en 1939, ce sont en tout et pour tout 450 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce passeport. C'est néanmoins une première avancée dans le droit international qui vient en complément des aides apportées notamment par la Croix-Rouge. La Première Guerre mondiale ne prend ainsi pas fin à 11h le 11 novembre 1918 quand sonne le clairon sur le champ de bataille. La sortie de la guerre est bien plus longue et douloureuse. La démobilisation est longue et progressive. Les prisonniers de guerre doivent attendre des années leur libération. La réinsertion des anciens combattants est difficile, d'autant plus dans une société qui connaît un véritable phénomène de brutalisation, marqué par des tensions et des soulèvements nombreux dans les années 1918-1923. Le désir de revanche et la sensation de victoire imparfaite viennent nourrir des aigreurs qui vont déstabiliser durablement l'Europe. Pourtant, certains points positifs sont à souligner. Les femmes qui obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni et en Allemagne, et surtout l'essor du pacifisme qui s'impose largement après-guerre dans un monde où les courbes démographiques sont marquées par les classes creuses. Si l'utopie d'un monde sans guerre aboutit partiellement avec l'instauration de la Société des Nations, elle est renforcée par le pacte Briand-Kellogg de 1928, lors duquel 63 dirigeants s'engagent à ne plus avoir recours à la guerre. Un engagement pour la paix qui allait être remis en cause brutalement par le krach de Wall Street en 1929 et la dure crise financière et économique qui vient toucher de plein fouet l'Europe dans les années qui suivent, semant les germes d'un nouveau conflit mondial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir eu le courage de voir toutes les vidéos de l'année jusqu'au bout. Je sais que c'est pas forcément évident et qu'elles sont un petit peu longues. En tout cas, maintenant, vous êtes au point sur le 19e siècle et le tout début du 20e siècle. Je vous dis pas forcément à bientôt en classe, mais surtout rendez-vous l'année prochaine.